Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc, voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir tout le monde et bonsoir à toute la communauté DMG. Je suis congolaise de Brazzaville et je vis à Pointe-Noire. Aujourd'hui, je ne vais pas raconter mon propre vécu, mais je vais raconter l'histoire qui m'a été racontée aussi par la sœur de la victime. Voilà, la sœur de la victime, c'est une petite à moi. Et donc, c'est sa sœur qui m'a raconté ce qui s'était passé, comment sa petite sœur a perdu la vie. Donc, il s'agit d'une petite famille composée d'une mère qui n'a que ses deux enfants, ses deux filles, dont l'aînée qui est une petite à moi, qui n'a que 23 ans, et la dernière, qui est la deuxième fille de cette maman, qui n'a que 20 ans. Et donc la maman, elle est, je dirais que c'est une famille pauvre, je dirais. Voilà. La maman se débrouille à peine avec un petit commerce juste devant la parcelle. Donc, elle vend des petits trucs. Et c'est ce qui lui permet de faire le marché, de subvenir aux petits besoins et tout. Les grandes filles, ben, elles se débrouillent. Tu as besoin de t'acheter un petit jean ou quoi que ce soit, ben, tu fais des efforts, tu fais tes économies, tu essaies de faire un petit commerce et tout, voilà. Et c'est d'ailleurs ce que faisait l'aîné pour pouvoir payer la suite de ses études. Donc, il était une fois la plus jeune, je vais la nommer Sarah, par exemple. Donc, Sarah, un jour, seulement dans son quartier, pas loin de chez elle, elle allait acheter quelque chose dans le quartier. Donc, elle s'éloigne un peu de la maison, mais de là où elle était, on pouvait voir là où elle habite. Donc, c'était pas très loin. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture gare devant elle. Et il y avait un monsieur. Le monsieur lui dit non, mais approchez-vous, s'il vous plaît, et tout. La petite se rapproche donc. Et c'est là que le monsieur lui dit non, mais depuis de loin, je t'ai remarqué et j'aimerais bien te revoir. Je fais comment? Elle dit mais je ne vous connais pas et je n'ai pas aussi de téléphone pour pouvoir vous contacter. Donc, je sais pas, peut-être que la prochaine fois vous allez revenir dans le quartier, on pourra se voir. Il lui dit, mais se voir comment, je ne sais pas déjà comment on t'appelle et tout. Elle donne donc son prénom, non, mais moi c'est Sarah. Je me suis dit, d'accord, moi c'est un tel, il a donné son prénom. Elle a dit, ok, moi j'habite juste devant. Elle pointe du doigt en direction de chez elle. Elle dit, moi j'habite juste là et tout. Le monsieur lui dit, tu vis avec qui? Elle dit, je vis avec ma maman et ma soeur. Il a dit, ok, mais c'est pas poli pour moi de venir te chercher chez toi à la maison. Donc, le mieux c'était normalement que tu me passes ton numéro, mais comme tu dis que tu n'en as pas, je comprends. Et ce n'est pas grave, c'est pas bien grave. Je propose de t'emmener pour que je t'achète un téléphone. La jeune fille se dit, bah, je peux pas parce que tu es un inconnu, je te connais pas, tu arrives comme ça, je peux pas me permettre de monter dans ta voiture et d'aller acheter un téléphone. Tu me connais à peine aujourd'hui et donc tu veux m'offrir un téléphone. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est des choses qui arrivent, mais pour plus de prudence, je préfère pas. Le monsieur lui dit, tu sais, ne le prends pas mal. Je sais que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes de mauvaise foi. Mais quand tu me vois, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut te faire du mal? Pas du tout.
j'ai aimé ta simplicité. Depuis de loin, j'étais aperçue. J'ai vu que tu étais quelqu'un de... En fait, il lui a baratiné, quoi. Et la petite a été convaincue de ce que le monsieur a dit, les propos du monsieur. Elle est donc montée dans la voiture et ils sont partis. Pendant qu'ils sont partis, selon ses explications, bien sûr, ils sont arrivés au grand marché. Ils ont acheté un téléphone. Le monsieur lui a donné. Ils ont acheté une carte SIM. Il a dit, voilà, ton numéro, le voilà. Je l'ai déjà enregistré dans mon téléphone. Je vais t'appeler. Voilà mon numéro, il est dans ton téléphone aussi. Donc, tu peux m'appeler. Je peux aussi t'appeler, mais de préférence, attends que moi, je t'appelle. On se verra sûrement demain. J'ai hâte de te revoir. On se verra demain. Donc, il lui a ramené là où il avait pris la jeune fille. Elle descend avec le téléphone et j'allais oublier, le gars lui remet une somme de 200 000. Elle dit, mais tout cet argent, c'est pourquoi? Et tout. Le monsieur dit, mais c'est juste pour te permettre d'acheter ce que tu veux, de te faire belle, par exemple. Achète-toi ce que tu veux. Demain, on se voit. On a rendez-vous demain. La petite a dit, ok, merci. Elle est descendue et voilà qu'elle rentre à la maison. Elle arrive à la maison. Elle prend le soin d'expliquer tout ça à sa maman. Parce que déjà, elle a un téléphone qui est quand même cher. Et elle a 200 000. Une personne comme elle n'avait jamais touché une telle somme. Donc, elle a un peu paniqué. Elle s'est dit, je dois raconter ça à ma maman. Elle a dit, maman, regarde. En sortant là, quand je partage quelque chose, tu as remarqué que j'ai mis du temps. Voilà ce qui s'est passé. C'est là qu'elle raconte à sa maman tout ce qui s'est passé. Voilà, j'ai croisé quelqu'un, un monsieur, il est en voiture. Il m'a dit ça et tout. On est parti, on a acheté. Elle lui a raconté en tout cas. Elle lui a raconté toute l'histoire. Et la maman n'a pas été... bon, je ne vais pas la juger, mais je dis la maman n'a pas vu le côté négatif. Elle n'a pas pensé au pire. Elle n'a pas pensé... au côté sombre, elle n'a pas pensé au malheur. Elle a directement vu cela comme une sorte de délivrance. Elle s'est dit, merci Seigneur, tu as enfin envoyé quelqu'un de bien qui va peut-être nous sortir de cette misère. Donc la maman, elle était fière. Et étant fière de ce qui se passe, elle dit à la fille, ok, mais donc on peut déjà acheter certaines choses avec cet argent et tout. Ils ont donc commencé à dépenser. Ils ont acheté des trucs pour le marché du jour. Ils ont acheté quelques trucs et tout. Et en ce moment-là, la grande sœur, elle était absente. Donc voilà qu'ils ont déjà commencé à dépenser et tout. La grande sœur, lorsqu'elle revient le soir, on ne lui raconte pas ce qui se passe. C'est selon elle, elle dit non, on ne me raconte rien, comme si rien n'était, voilà. Et le lendemain matin, la petite sœur ne se sentait plus bien. Elle se sentait pas bien, elle avait mal, donc tout d'un coup, ça n'allait pas. Au début, non, sa maman, prends un paracétamol, ça va passer et tout. Elle a pris du paracétamol, mais elle se sentait toujours pas bien. Sa grande sœur a dit, comme c'est ça, déjà moi j'ai pas d'argent. Les histoires d'aller à l'hôpital ici, on sait tous comment ça se passe. Si on n'a pas d'argent, ça sert même pas de mettre pied dans l'hôpital parce qu'on va pas s'occuper de toi. Donc, la façon dont ils se sent mal, on peut l'emmener à la prière, peut-être qu'on va lui faire des massages pour un début, ça pourra lui soulager. La maman, non, t'inquiète pas pour ça, j'ai de l'argent pour l'emmener à l'hôpital. Ah bon? Elle dit oui, en fait, hier, c'est une longue histoire, mais hier, elle a eu l'argent et tout. Elle a eu l'argent où, comment? C'est là que la maman dit à sa soeur que non, voilà, elle avait rencontré un monsieur et tout. Le monsieur, ils ont même rendez-vous aujourd'hui. Malheureusement, elle ne se sent pas bien, donc je ne pense pas qu'elle sera en mesure d'aller. D'ailleurs, il faut l'appeler. La fille a dit, oui, justement, il faut l'appeler pour lui prévenir que je ne me sens pas bien. Comme ça, il ne va pas se dire que j'ai refusé d'aller à son rendez-vous ou comment. La petite prend donc le téléphone. Elle lance l'appel, mais le numéro du monsieur ne passe pas. Elle a laissé tomber. Elle a dit, bon, quand il va allumer son téléphone, il va forcément m'appeler. Entre-temps, elle a commencé à changer, c'est-à-dire en un laps de temps, la petite fille a commencé à changer. Son teint était devenu bizarre, elle a commencé à maigrir, donc tout se passait rapidement. Sa sœur a pris peur, elle a dit non.
emmenons-la à l'hôpital, maman, avec ce que tu viens de me raconter là. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas que ce monsieur a quelque chose à voir avec ça? Rappelez ce monsieur-là. On rappelle le numéro du monsieur, ne passe pas. Ils ont donc emmené la petite à la prière. Arrivé à la prière, le monsieur qui les a reçus a dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Cette fille, vous avez reçu de l'argent et tout. Et la maman a dit oui, elle a expliqué que oui, c'était un monsieur et tout. Alors, le monsieur a dit, mais c'est là que se situe le problème. En ce net moment où je vous parle, votre fille, en fait, vous l'avez déjà perdue. Là, c'est l'épave seulement. La maman a crié au scandale. Elle a dit, non, ma fille ne peut pas mourir. Faites quelque chose, s'il vous plaît, faites quelque chose, ma fille ne peut pas mourir. Elle a dit, rappelez le monsieur pour essayer de négocier avec lui. Ils ont appelé le monsieur. Enfin, le téléphone passe. Le monsieur répond. Alors, il dit, oui, je suis la maman de la fille avec qui vous avez discuté hier, c'est là qui vous avez acheté le téléphone et tout. Le monsieur a dit, oui, je sais qui vous êtes. Non, mais vous avez normalement rendez-vous avec elle aujourd'hui, mais il s'avère qu'elles ne se sent pas bien. Et actuellement, nous sommes à la prière, donc tous les deux, on sait ce qui se passe. Mais je vous en prie, je n'ai que mes 2 filles. Je vous en prie, peu importe ce que vous avez fait. Et votre argent, je vais rembourser. Je vais me débrouiller, je vais rembourser votre argent. Mais laissez ma fille saine et sauve. Le monsieur a dit, je suis désolée. Vous ne pouvez pas me rembourser mon argent. Ils ont dit, mais comment ça, on ne peut pas vous rembourser votre argent? Bien sûr qu'on peut. Vous lui avez remis 200 000. C'est vrai qu'on avait utilisé, mais je peux vous remettre les 200 000. Et si vous disiez même que vous voulez plus que ça, je peux me débrouiller, je peux faire le tout pour vous remettre plus que ça. Le monsieur a refusé. Il a dit, je vais vous dire tout simplement que vous ne pouvez pas me remettre mon argent parce que quoi? Si par exemple vous allez au marché acheter quelque chose, vous donnez un billet de 10 000 au vendeur. Vous êtes sûr que ce billet-là, lorsque vous allez revenir dire au vendeur, remettez-moi le billet que je vous ai donné tout à l'heure pour acheter un article chez vous. Vous êtes sûr qu'il va vous remettre le même billet? Pas du tout. Donc c'est comme ça aussi mon argent, vous ne pouvez plus me remettre mon argent. Vous avez déjà utilisé mon argent. Étant donné que vous êtes déjà servi, moi aussi je me suis déjà servi. La maman a pleuré au scandale, elle a dit, s'il vous plaît, dites-moi où vous êtes, je veux venir vous rencontrer et tout, on va parler de vive voix. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de souci, venez à tel endroit. Vous allez voir une voiture de telle couleur garée et tout. La maman prend le taxi, elle va vers l'endroit où on l'a indiqué. Elle arrive, la voiture était garée, justement la voiture comme l'a expliqué le monsieur. Elle descend, elle va vers la voiture, il n'y a personne à l'intérieur. Elle rappelle le monsieur. Le monsieur lui a dit, vous êtes arrivé, vous avez vu ma voiture? Elle a dit oui, mais vous ne m'avez pas vu? Elle a dit non, je ne vous vois pas et tout, vous êtes où? Je suis déjà là. Il a dit, je sais que vous êtes là, mais seulement vous ne pouvez pas me voir. Je voulais juste vous faire comprendre, vous faire voir en fait la réalité. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est déjà passé, c'est déjà fait. Donc, plus rien ne peut, on peut rien changer en fait. Votre fille, c'est déjà fini pour elle, c'est terminé. La maman a supplié de tous les sens. Elle a supplié le monsieur. Le monsieur a dit, écoutez, je n'ai plus rien à vous dire. Il a raccroché et son numéro ne passait plus. La dame s'est fâchée, elle a commencé à cogner sur la voiture du monsieur là-bas. Elle a commencé à rouler au sol. Les gens sont venus, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait même pas à expliquer ce qui se passait. Elle est donc repartie vers sa fille. Elle repart à la prière là-bas. Elle a supplié les gars de la prière. Elle a dit, faites quelque chose, priez, faites quelque chose. Le monsieur a dit, on ne peut plus rien faire. Vraiment désolé, maman, mais votre fille n'est plus là. Dès lors où vous l'avez emmenée, je vous ai déjà dit que votre fille n'était plus là. Et qu'il fallait seulement négocier avec cette personne-là. Ça n'a pas duré. La petite a succombé. Elle est décédée. Voilà comment cette jeune fille a perdu sa vie. Comme ça. Pourtant, c'était une fille, c'était pas le genre de fille tête en l'air ou comment. C'était une fille pourtant sage, une fille qui n'aimait pas des problèmes, une fille qui n'était pas complexée. Mais elle a eu un petit moment de faiblesse. Et qu'est-ce qui ne dit pas aussi que le monsieur,
parce que ce genre de personnes ne sont pas simples non plus. Et donc, il a su le convaincre comment, peut-être qu'il avait des dominations, il a su dominer la petite et l'emmener. C'est vrai que chacun sa vie, chacun son destin, mais on ne va pas non plus faire de ça, on va pas généraliser cela. On ne va pas dire que voilà, ça arrive toujours à tous les coups, c'est toujours comme ça, c'est toujours la même chose. Non, c'est vrai que ça peut arriver aussi que tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas et cette personne aussi n'est pas mauvaise, n'est pas mystique, n'est pas voilà tout ce qu'il y a de négatif. Mais le plus sûr, c'est qu'on doit faire très attention d'être prudent. Lorsqu'on ne connaît pas la personne, on doit vraiment se méfier. Et surtout lorsque un étranger vous remet de l'argent, une grosse somme, le mieux c'est vraiment d'éviter d'utiliser parce que le monsieur avait dit, hein, si elle n'avait pas utilisé cet argent-là, peut-être bien qu'elle devait être en vie. Peut-être qu'il n'allait pas pouvoir la récupérer, mais le même jour, ils ont utilisé l'argent. Le fait d'utiliser l'argent, c'est comme si elle avait accepté. C'était comme un échange. Voilà qu'elle a donc perdu sa vie. Donc, voilà la petite moralité derrière cette histoire, c'est qu'on fasse très attention, c'est qu'on soit vraiment beaucoup plus prudent. Le monde est foutu, on ne sait plus qui est qui, donc faisons très attention. Et moi je dis toujours, hein, dans le temps, avant que le christianisme entre en Afrique, on avait nos pratiques à nous, ce n'était pas de la sorcellerie, on avait nos choses à nous qu'on faisait et ça marchait. Aujourd'hui, ces mêmes choses-là que certains font, y a d'autres qui sont contre ça, qui disent que voilà, c'est la sorcellerie, c'est mauvais et tout. Non, quelqu'un va aller protéger son corps. Ce n'est pas la sorcellerie. Quelqu'un va aller blinder, comme on dit, aller blinder son corps. Vous allez dire que voilà, c'est sorcier et tout, voilà. Non, c'est des histoires, arrêtez ça. Arrêtez ça. Avant que le christianisme n'arrive, on fonctionnait comment? Comment nos ancêtres fonctionnaient? Comment ça se passait? Donc, si tu as la possibilité de blinder ton corps, vas-y, blinde ton corps. Tu as la possibilité de faire des rituels de protection, des cerclages et tout. Fais-le parce que c'est important. C'est important. Là, le monde est foutu. Le malin est là en train de rôder. Il cherche qui il va attraper pour son sacrifice. Donc, faisons très attention. Je reviendrai pour d'autres histoires. Je reviendrai aussi pour mon histoire encore. Voilà, donc passez une excellente journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Et merci encore à DMG. Je vous prie de partager, de liker, d'encourager surtout les gens à raconter leur histoire parce que ça édifie vraiment. Et toute personne qui écoute ces histoires se rend compte, réalise en fait à quel point le dehors est risqué. Donc voilà, c'est par là que je termine cette histoire. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir toute la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Avant de raconter mon histoire, j'aimerais dire à nos auditeurs de liker, de partager, de commenter, d'écrire quelque chose dans les commentaires. Parce que c'est vraiment un complot que tu fais. Alors, l'histoire m'a été racontée par mon cousin. Mon cousin, il a dit qu'il y avait un homme dans notre village qui avait un fils. Je vais taire le nom du village. Il avait un fils, il était un maçon. Il construisait les bâtiments. Alors, il allait souvent en aventure au Nigeria. Alors, vous savez, au village avant, bon, on se déplaçait pas par hasard. Chacun avait au moins quelque chose sur lui. Alors, c'était dans son habitude, il allait au Nigeria, il travaillait, il rentrait peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, bon, ça dépend. Alors, un jour, il était allé au Nigeria. Bon, à chaque fois, il disait avant qu'il ne rentre dans un pays, il touche le sol, c'est-à-dire quand il descend du bus ou de la voiture, je sais pas, il prenait le sable et puis il parlait. Il disait qu'il n'est pas dans son pays, qu'il vient d'arriver, alors que toutes les chances l'accompagnent. Voilà, donc il faisait cette petite prière sur lui. Alors un jour, il avait encore fini son boulot et il devait rentrer. Alors il était un peu en retard, alors le bus était parti.
Bon, vu la distance qu'il a parcourue avant de finir, il était obligé de rester quelque part, genre, de trouver refuge quelque part pour que le lendemain il revienne à la station pour prendre, excusez-moi, pour prendre le bus. Alors c'est comme ça, il était là-bas, bon, il ne trouvait personne. Et puis il sonnait vers les 19 heures, d'après ce qu'il nous a dit, il faisait déjà nuit. Alors il a trouvé deux jeunes. Alors les jeunes, il a expliqué le problème, les jeunes lui ont dit il n'y a pas de problème. Ils vont l'héberger. Alors ils ignoraient que le cousin, en fait, la langue qu'il parlait, il attendait. Donc, il les a suivis. En cours de route, ils parlaient entre eux, ils disaient bon, ce soir, il y aura la fête. Il y aura la fête. Alors lui, il l'a fait comme s'il n'entendait rien. Il ne comprenait pas la langue, tu vois. Alors ils sont allés au village. Bon, il avait de l'argent dans son sac avec quelques trucs, avec ses outils de travail. Alors ils lui ont donné à manger. Il a mangé. Il était habitué. Donc il a mangé. Puis il disait il faisait très tard dans la nuit. Il dormait. Mais il ne dormait pas profondément. Il était au moins éveillé. Et avant de dormir aussi, il avait c'était une bague. C'était une bague en fait, mais qu'il a transformée en chaîne et il le mettait au cou avant de dormir. Alors dans la nuit, il a senti que ça chauffait. La bague, je parle de la bague en question, ça chauffait. Alors il s'est réveillé. Et puis, quelque chose l'a dit de sortir dehors pour voir la nature. Comme ce n'était plus un enfant, de sortir dehors, regarder la nature et puis de revenir se recoucher. Alors c'est ce qu'il a fait. Il est sorti dehors et puis il urinait. Alors, bizarrement, les gars l'ont dépassé, ils ne l'ont pas vu. Et les gars étaient tout nus. C'était au nombre de 3. Il y avait 2 qui sont rentrés dans la chambre et un qui était devant. Les 2 qui sont rentrés dans la chambre, ils étaient tout nus. Alors, selon les dires du cousin, celui qui était devant la porte avait une arme blanche. C'est-à-dire un couteau. Donc, il était étonné que les gars ne le voyaient pas. Alors que son argent, ses outils étaient dedans. Puis les gars disaient, bon, il est passé où? Il est passé où? Du genre dans leur langue. Il est passé où? Quelqu'un l'a prévenu? Il est passé où? Bon, ils commençaient par se disputer entre eux. Puis le cousin a fait doucement. Puis il a commencé par courir. Dès qu'il a fait 4 à 5 mètres, les gars l'ont vu. Il s'est mis à courir. Il a couru, il a couru, il a couru. Comme c'était un maçon, il avait la force, tu vois, il avait la force. En courant, il avait même oublié d'appeler les dieux, tu vois, c'était un Africain. Il avait oublié d'appeler les dieux, ce que je veux dire par africain, vous voyez, non? Alors il courait, et puis il était tellement fatigué. Et puis il s'est adossé à un arbre. Les gars couraient toujours. Et puis, l'idée lui est venue de monter dans l'arbre. Il est monté alors dans l'arbre. Et dans l'arbre, il a vu les gars passer en courant. Et là-bas, il s'est caché. Alors, quelques minutes plus tard, il revoit les gars repasser en courant encore. Il retournait vers le village en question. Alors, c'est comme ça, le cousin, pour moi, je ne le connais pas. On nous a raconté l'histoire aussi. C'est comme ça, le cousin est resté dans l'arbre au moins juste vers les 4 heures, d'après ses dires. Il voulait faire jour. Et puis dans l'arbre, il voyait déjà la route. Bon, c'était encore dans la brousse, mais il voyait déjà quelques lumières passer. Des lumières de, je ne sais pas, taxi ou vélo, je ne sais pas quoi. Alors c'est là qu'il est descendu. Il a pris la fuite. Il a laissé son argent. Il est venu à la station. Il a expliqué le problème. Et puis bizarrement, le chauffeur aussi a compris la situation. Et puis le chauffeur a accepté. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée sain sauf. Donc ici, si je dirais la morale de l'histoire, c'est de ne pas oublier nos origines. Nous sommes des Africains. Nous croyons tous aussi en Dieu. Et bon, quel que soit le pays dans lequel tu atterris, que ce soit en France, n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, parle à la terre. Parce que tu mets là où tu foules tes pieds, il faut parler à la terre. Explique-lui ta raison. Dis quelques mots. On dit souvent, avant de rentrer chez quelqu'un, il faut toquer. Donc, c'est-à-dire, tu toques
stock sur le territoire avant de rentrer, alors tu ne seras pas étranger à cette terre. Et si tu es en danger, cette terre aussi pourra te venir en aide, pardon. Donc c'était là mon histoire. Alors, merci DMG et continue le boulot. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va avec la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je viens avec une histoire. Cette histoire concerne le meilleur ami de mon mari. Voilà. Le meilleur ami de mon mari, je veux l'appeler Biban. Je vais l'appeler Biban. Voilà. Biban est un jeune taximan à Libreville. Il est d'origine camerounaise et il travaillait ici au Gabon en tant que taximan, pour mieux dire. Donc c'est comme ça un jour il tombe en panne au niveau d'une zone qu'on appelle le boulevard ici. Il tombe en panne et de là il y a une femme qui vient, une belle femme véhiculée. Elle s'arrête, elle demande à Biban ce qui se passe. Il explique que voilà, la voiture ne démarre plus, machin, patati patata. La go dit ok, il n'y a pas de problème et tout, machin. Elle a ouvert le capot, elle a regardé, après elle demande à Biban d'aller démarrer. Et dès qu'il a démarré le premier coup, la voiture démarre. Voilà. Il a remercié la dame, ils sont échangés de numéros, Biban est rentré chez lui. Voilà. Dès qu'il rentre chez lui, la dame l'appelle. Au bout de 2 jours, je crois bien, la dame l'appelle. Oh, mais tu es où? Je veux te voir, machin, viens à tel quartier. Biban est content, il dit bah, oui. Ah, une femme m'invite, ben, ça fait bien là. Donc du coup, il prend son bain, tranquille, ses parfums, allez, il va chez la dame. Dès qu'il arrive chez la dame, il trouve au moins une affaire de 10 voitures alignées, une grande maison luxueuse. Il m'a dit ouais, j'ai trouvé la femme. C'est comme ça comment il s'installe et tout, il papote avec la femme et tout d'un coup elle se lève, elle va se déshabiller. Lorsqu'elle va se déshabiller, elle revient et tout machin, elle dit à Biban non, voilà machin, nous allons faire oui. C'est comme ça comment Biban aussi c'est un homme, un bel homme, voilà, avec voilà, c'est comme ça comment ils sont passés à l'acte. Quand ils passent à l'acte et tout machin, Biban descend aux Pays-Bas. Voilà. Il savoure le Pays-Bas tranquille et puis voilà, ça se termine. Allez, Biban décide de rentrer chez lui. Voilà. Ils se sont séparés à la go, Biban est rentré chez lui. Dès qu'il rentre chez lui, voilà, dans la soirée, Biban a commencé à avoir des courbatures au ventre et tout ça là. La tête a pris de l'ampleur. Les pieds ont commencé à s'enfler, le ventre aussi, pareil. Biban dit oh, mais ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? C'est comme ça que moi, Biban appelle la go. Et ah chérie, je me sens pas bien depuis que c'est que tu es chez toi, voilà, 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 voilà. La dame dit, va à l'hôpital. Il dit ok, Biban se lève, il va à l'hôpital. Ah, il va à l'hôpital, les médecins disent, on va t'interner, on ne sait pas de quoi tu souffres. Voilà, des asticots, il vomissait, il passait son temps à vomir des asticots. On ne sait pas de quoi tu souffres, mais on va te garder. C'est comme ça comment Biban est resté 2 jours à l'hôpital avant qu'il n'appelle la dame. Deuxième jour, il appelle la dame que ça ne va pas, il est en train de mourir ici et tout machin. La dame dit oui, ok, je viens de te donner l'argent du taxi et l'argent pour les ordonnances. C'est comme ça qu'on Biban dit oui, ok, il n'y a pas de problème. Donc il s'est un peu assoupi, le sommeil a pris, Biban a dormi. Dès qu'il dort, il ne sait pas à quel moment la dame est arrivée. Comme par hasard, il se lève, il lève un peu sa tête, il va sur le thé d'oreiller, l'argent est posé.
et il compte l'argent, 10 millions. C'est comme ça comment Biban essaye d'appeler la dame, elle ne décroche plus. Elle ne décroche plus. C'est comme ça comment lui-même, étant dans une famille qui pratique beaucoup, qui sont dans les choses des noirs, des traditions en fait. Voilà. Il dit, bah, si je reste comme ça là, ça va pas aller, mieux je rentre chez moi au Cameroun. C'est comme ça que moi, Biban a pris son courage, il est sorti de l'hôpital, il allait une zone là où à Petit Paris, où des camions emmènent de la marchandise, les camions qui viennent avec la marchandise du Cameroun se garent. Il est allé là-bas, il est allé à Petit Paris. Dès qu'il a commencé à marcher, il rencontre quelqu'un de son village. Il se connaissait très bien. Le monsieur a commencé à crier, oh Biban, c'est comment tu es devenu tout pâle comme ça, tout machin, il y a quoi? Il dit à ce monsieur, je suis en train de mourir, s'il te plaît, amène-moi au pays. Je n'ai pas de carte de séjour sur moi, mais amène-moi au pays. Le monsieur dit, ok, tu me donnes combien? Biban dit, non, j'ai l'argent à la maison, je te donne 1 million. Tu m'amènes jusqu'au village. Le monsieur dit, ok, je vais te mettre derrière la voiture où il y a les bagages et tout machin. Biban dit, il n'y a pas de problème. Et bon, moi je pars ce soir, donc allons chez toi, on prend l'argent et puis voilà, tu viens directement embarquer. Voilà comment ils sont partis. Biban mène le monsieur chez lui, il prend les 10 millions, allez, il ressortent. C'est comme ça comment le monsieur a été embarqué. Et voilà. Arrivé à la frontière du Gabon, Cameroun, ils ont été interpellés. Le chauffeur a dit aux policiers, ben, vous voyez, allez-y voir la personne que je transporte. Ils sont allés transporter un malade. Il est sérieusement malade. Les policiers ont regardé, ils ont dit non, il est déjà presque mort. Continuez votre chemin. Allez. Ils sont partis. Arrivé au village, le monsieur commence à crier dans le quartier, oh, oh, venez prendre votre fils. Moi je l'ai amené, il est malade, ça ne va pas, venez prendre votre fils. C'est comme ça que les parents sont sortis, tout le monde commence à crier, Biban, 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 qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est comment et tout, machin. Les parents sont allés appeler le grand féticheur. Le grand féticheur est venu, il a dit non, il faut que tu te confesses, Biban. Biban a dit, il ne se reproche de rien, il ne sait pas quoi il va dire et tout, machin. Le féticheur a pris un coq. Il a coupé, il a mis sur sa tête, la tête de Biban. Il a laissé Biban, il a dit aux parents que ne touchez pas Biban, laissez Biban là. Quand il va vouloir se confesser, vous m'appelez. Biban dit que la poule pesait énormément sur sa tête. On dirait on l'a mis des sacs de cailloux sur sa tête. C'est comme ça qu'il a commencé à crier qu'il veut se confesser. Ses parents sont allés appeler le féticheur. Quand les féticheurs sont arrivés, il avait un peu honte, ses soeurs, ses frères, ils étaient tous là, donc il avait un peu honte de se confesser, dire devant ses parents que voilà, il est allé aux Pays-Bas, machin, tout ça là, voilà ce qu'il a fait. Donc c'est comme ça que Biban est obligé d'avouer que non, voilà ce que j'ai fait, je suis allé aux Pays-Bas, machin, tout ça là. Les parents disent, donc c'est ça, c'est comme ça comment les soeurs a soigné Biban. Le reste d'argent, parce qu'ils ont payé des choses, des médicaments avec ça et tout machin, le reste d'argent qui restait, le guérisseur a brûlé. Il a brûlé tout l'argent. Au bout d'1 mois, Biban allait déjà mieux. Voilà. Et ça c'est qu'il fait 2 ans. C'est comme ça que Biban fait 2 ans au village, il est fatigué de traîner, tout ça là, il est déjà en forme. Fatigué de traîner, il n'y a pas le work. Alors il décide de revenir au Gabon. Et là, il va à la gare, il demande à un chauffeur service parce qu'il n'a pas d'argent. Il demande à un chauffeur un service de l'emmener au parc d'Oyem. Voilà comment le chauffeur l'emmène au Yem. Il a rendu service. Le monsieur lui a rendu service, il l'a amené au Yem. Voilà, et puis, paf, arrivé au parc, il rencontre un ami qui ne connaît pas, un monsieur qui ne connaît pas, qui demande au boulot simplement comme ça. Le monsieur dit non, je t'amène chez une vieille dame qui va t'aider. Voilà, elle cherche quelqu'un pour l'aider à faire les travaux champêtres et tout machin. Au lieu de rester aéré, alors je t'amène là-bas. Il amène Biban là-bas. Arrivé là-bas, Biban
commence à travailler la dame l'a aimé et tout, machin. Biban fait 2 ans avec la dame encore. Voilà. La dame elle prend Biban comme son enfant, ses enfants viennent de l'Europe, ils amènent Biban les cadeaux et tout ça là. Bon, ils étaient vraiment scellés. C'est comme ça comment il y a eu une manifestation chez la maman, une grande fête où les gens revenaient de Libreville avec des, des bus et tout, des transporteurs, tout ça là. C'est comme ça comment Biban décide de fuir. Il demande à l'un des chauffeurs de l'emmener. Il décide de fuir la vieille maman, qui est déjà fatiguée. Il veut retourner à Libreville. Ça fait vraiment longtemps qu'il a vu ses amis ici. Machin, il est fatigué de rester là-bas. Il demande au chauffeur de ne pas dire à la maman. Le chauffeur accepte. C'est comme ça comment Biban revient sur Libreville. Et quand Biban revient sur Libreville, voilà, il est là, il reprend ses activités avec ses amis, tout ça là, ils sont contents. Ah, Biban, tu es revenu, machin, tout ça, oui. C'est comme ça comment Biban est resté, je pense, 3 ans encore. Il réfléchit maintenant. Ah, depuis que j'ai laissé la vieille maman là qui m'avait aidé et tout, machin, c'est pas bien, j'ai déjà de l'argent, il faudrait que j'aille voir la maman. Biban se décide de prendre un voyage pour Oyem. Dès qu'il part chez la maman, arrivé sur place, il ne retrouve plus la maison de la maman. Il demande aux gens que la maman qui habitait ici, il y avait une maison là et tout comme ça là. Les gens disent il n'y a jamais eu de maison comme ça ici. Il m'a dit mais comment une maison où j'ai habité pendant 2 ans, voilà où il y a la pompe publique où j'ai puisé le chaque ça et tout machin. Les gens disent qu'il n'y a pas une maison comme ça ici. Oh, c'est tel mon ami qui m'avait amené et tout machin. Les gens disent il n'y a pas une maison comme ça ici, monsieur. Liban était malade. Il dit que c'était là, c'est vrai, c'était une petite broussaille, il y avait de l'herbe et tout machin, la maison n'était plus là. Donc, du coup, Liban était traumatisé et puis voilà, il a cherché son ami en question qu'il avait amené chez la maman. Il n'a plus jamais revu l'ami là. Il n'a plus jamais revu l'ami là, puisque l'ami a travaillé aussi là au parc. Il n'a plus jamais revu l'ami là. Comme ça, quand Liban est revenu ici à Libreville, aujourd'hui, tout va mieux pour Liban. Il va bien, ça va. Donc, l'histoire, la morale à tirer, c'est quoi? Vous qui êtes taximan là, il faut vraiment faire attention. Le dehors est risqué. Ici au Gabon là, précisément à Libreville où je me trouve, j'ai remarqué à chaque fois que moi dans un taxi, je remarque l'ail, le citron. Voilà, en fait, ils ont déjà ouvert les yeux. Ils savent qu'il y a des esprits qui montent dans les taxis et tout. Voilà, il faut faire vraiment attention. Voilà, une dame qui sort de nulle part, venir vouloir t'aider et tout ce que tu acceptes. Voilà. Donc, il faut faire attention, mais il n'y a pas seulement que les femmes. Il faut faire attention, à vous aussi les hommes, avec les femmes avec lesquelles vous partez. Voilà. C'est vraiment risqué. La vie là, il faut faire attention. C'était ma petite histoire. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne au bien, Liban, il va très bien. Il va très bien. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour à vous. Bonjour à la famille d'IMG. Bonjour et merci à tous ceux qui participent à sa floraison, à sa réussite, à l'édification des masses et des personnes. Grâce à cette chaîne, bien que je sois légèrement déjà un peu ouvert d'esprit, maintenant je comprends beaucoup de choses aussi, beaucoup de détails. Parce que ça donne des détails sur tout et sur rien. Merci à tout le monde, merci à tout le groupe aussi. Voilà, je suis une personne, je vis à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam à l'ouest. Et je vais un peu vous raconter ce qui m'est arrivé. Je saurais me raconter des histoires ici, mais j'espère que cette fois vous serez intéressés. Comme vous l'avez souvent été d'ailleurs, merci. Alors, il s'agissait de quoi? Il s'agit d'un groupe WhatsApp auquel j'appartiens. Dans ce groupe-là, j'ai rencontré une amie, une très belle connaissance, qui a publié un jour une offre d'emploi à laquelle j'ai souscrit. Et par la grâce de Dieu, j'ai été employée. Même si ça n'a pas marché après, mais j'ai retenu dans mon cœur qu'une personne, si elle n'est pas bonne, ne vous présente même pas ces offres d'emploi-là. Ce qui fait que de cette reconnaissance est née aussi une sorte d'amour amical, fraternel. Voilà. Je l'aimais comme une sœur. Et le groupe a continué comme une sororité, quoi, parce qu'on s'entendait et tout. Et un jour, alors, la dame arrive chez moi, elle m'appelle un jour, elle me dit, tu es où? J'ai dit, non, je ne suis pas à la maison, je suis dans une autre ville.
j'allais au champ. Elle me dit ok. Elle raccroche et elle vient chez moi. Elle a comme le toupet de venir chez moi après. Donner le kilichi. Le kilichi au Cameroun, c'est une viande séchée avec de l'arachide, salé bien sûr, et avec l'arachide et quoi, comment on appelle ça, beaucoup de piment ou pas, ça dépend de la personne. On appelle ça kilichi, la viande séchée en fait. Et elle vient, elle dépose aux enfants. Et les enfants disent que non, moi je pense que maman n'a pas donné l'autorisation de manger. Par la grâce de Dieu, mes enfants savent qu'on mange parce que je n'ai pas donné l'autorisation. Ceux dont je n'ai pas donné l'autorisation de manger. Et ils n'ont pas mangé, ils sont allés garder au frigo. La plus grande a gardé attendant que je rentre. Quand je rentre dans le jour là, je me souviens, ce jour-là, quand je veux manger, je me rappelle qu'il me mettait un peu. Et cette femme m'a donné un vin dans cette maison. 6 bouteilles. 2 bouteilles, je les ai bu. Mais 4 bouteilles, jusqu'aujourd'hui, je n'ai même trouvé de bouteilles là. Où sont-elles passées dans la maison-ci? Donc cette viande-ci... Pourquoi? Parce que, et ça c'est un, et puis de deux, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on m'appelle, elle me dit, ça va, elle raccroche, et puis elle vient quand même à la maison, elle m'a pas dit qu'elle allait chez moi, elle m'a pas dit ça au téléphone. Donc si elle a donné, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Je prends la viande, je la mange seule. Mais plus tard, ma fille fait un rêve selon lequel, elle fait un rêve selon lequel, quelqu'un est entré dans la maison, un monsieur qui est très grande taille, comme un esprit, comme un génie, avec de longs cheveux. Attends, c'est un monsieur. Non, il a le corps d'un monsieur. Oui, il est comme un monsieur, mais avec un petit visage de ma copine dessus. Et il leur donne la viande avec les jus. Il dit, buvez ça. Il les attache sur les chaises. Bois ça vite à tous mes enfants. Elle dit, je dis, vous avez bu. Elle dit qu'il n'y a pas le choix parce qu'il est en train de nous taper. Je dis, hey. Elle dit, oui. Quand le rêve est fini, elle dit, vous avez finalement bu. Elle dit, oui, un peu. Elle a forcé. Il a forcé. Elle dit qu'il ne sait même pas si elle aussi, parce qu'il était trop grand. C'était un homme, mais c'était un peu elle. Donc, pourquoi elle fait ce rêve-là? J'appelle aussi chez nous. On me dit non, en fait, dans sa réunion, elle ne fait que dans les enfants. Elle doit donner les enfants. Et mon mari, il faut cotiser. Et par la grâce, à la pépinière de filles et de garçons, de jeunes en tout cas, qui ne connaissent pas d'hommes. Parce que même ma première fille de 14 ans ne connaissait pas encore. Bon, elle ne connaît pas toujours l'homme, mais maintenant. Donc, tu as exactement ce dont on a besoin. Donc, fais attention à cette fille. Vous connaissez, non? Vous savez, quand vous vous mariez, surtout chez nous, à l'heure, c'est que, oh, t'es marié, tu as un autre statut, et tu dois commencer. Et ça énerve. Je te dis, mais attends un peu, je suis devenue quoi? Le mariage, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est quoi? Pourquoi vous faites comme si quand vous vous mariez, vous devenez les stars du pays, vous devenez les États-Unis, man, vous devenez... C'est quoi le projet? Donc, je ne me sépare de mes copines, mais comme les autres, parce que... Non, j'ai compris le sens de ça après. Je vais vous expliquer après pourquoi. Même dans un autre... Pour une autre histoire. Bref, continuons. C'est ce que je dis à mon grand-père que non, tu exagères un peu. Parce que c'est une belle femme qui ne gagne pas moins de 600 000 francs le jour. Pourquoi elle m'en voudrait? Pourquoi ça aurait été jalouse de moi bien? D'accord. C'est ces histoires du village et tout et tout. Voilà comment moi je prends l'histoire. Ah, j'aimerais, mais il n'y a pas la force pour rire. Après ça, comme je vous racontais, je commence à... Je deviens, on va dire quoi, je deviens un peu plus concentrée sur mes enfants, j'observe beaucoup. Et puis tard, elle tombe enceinte. Vers la fin de la grossesse, je crois vers son 8e mois, je fais un rêve selon lequel elle a perdu l'enfant. J'ai fait le rêve 3 fois. Je refuse de lui dire. 3e fois, je suis fatiguée parce que quand tu ne dis pas, le rêve fait que revenir. On t'agace quoi, je ne sais pas qui le fait. J'appelle, je dis, mais attends. Ton bébé que tu as le ventre un premier à partir, elle me dit, ah, laisse tes faux trucs, tes rêves là, et tes sales rêves là. Je dis, mais pourquoi sale rêve? J'ai rêvé qu'on allait te donner une promotion, est-ce que tu n'as pas été promu? Elle dit, si. J'ai rêvé que tu allais voyager pour une mission. Tu n'as pas quitté l'Afrique même pour la mission. Elle dit, si. Alors pourquoi subitement tu me dis que non, tu as aussi rêvé pour tel qu'il va avoir tel promis là? Je dis, oui, mais une seule fois. Et en plus, même d'abord, j'ai rien à tout prouver. Je viens de faire un rêve sur lequel vraiment tu as perdu le bébé. Elle me dit non, tu exagères, tout. Au fond de moi, je me dis, j'espère que vraiment j'exagère. Et ben, je laisse tomber. La vie, pam, 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 pam. M'appelle un jour. Je suppose que je m'appelle Cindy. Oh, Cindy, oh. Oh, Cindy, oh. Voilà, l'enfant qui est parti. Si je t'avais écouté, c'est à cause de toi. Tu aurais dû me dire ça bien. Je fallait insister.
Je vous dis que les pleurs, quand elle pleurait, mon cœur se fendait avec comme si on avait utilisé la lame de rasoir. C'est quand vous fendez les habits, non. J'ai eu mal au cœur. Donc, elle me dit, c'est à cause de moi que le bébé est parti et tout. Elle pleure. Vous imaginez une amie qui a mal. Surtout que j'avais pris la peine de lui dire. Me voilà qui court. Je cours, je vais à l'hôpital. Je vous assure, j'ai accompagné du mieux que je pouvais. Je l'ai accompagnée. J'ai préparé pour elle. Parfois, j'ai un peu veillé avec elle. Je lui ai donné mon petit argent. Vraiment, ça me faisait mal. Mais pourquoi est-ce qu'une femme... Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça à une femme en plus? Parce que quand elle est sous contrat, le gars ne met pas les pieds, hein, s'il vous plaît. Il n'est pas rien. C'est un administrateur civil, donc il n'a pas faim. Il a un bon poste. Au Cameroun, l'administration, ce sont les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui manque 200 000, 500 000 à envoyer, parce que dans tout ça aussi, financièrement, c'est pas trop ça. Ma copine pleure, ma copine crie, je vous accompagne, il faut voir. Mon mari me dit, mais attends un peu, ce n'est que ton ami. Si ton enfant, tu serais morte aujourd'hui, il dit, ah. Il me dit, si ton enfant qui arrive comme ça, je crois qu'il ne veut jamais te dire, hein, bah, tu n'es pas fort, il faut être fort pour ton ami. Est-ce que je vous dis que je ne comprends pas? Donc, quand je vous raconte, je lui dis, ah non, laisse mon ami, je commence à négliger mon mari, mais bon, pas trop. Je vous assure, elles sont allées enterrer l'enfant. Parce que dans tout ça, l'enfant refuse, il est mort, mais il refuse de sortir du ventre de sa mère. L'enfant a dit qu'on part 2 jours, qu'il a eu des contractions peut-être pendant 3 jours. L'enfant est sorti par la grâce de Dieu. Et bon, ça allait. L'histoire est passée. Je vous raconte les étapes pour vous dire comment j'en arrive où je suis aujourd'hui. Plus tard, dans le groupe des femmes décident de venir chez moi. Bon, pas de venir chez moi, c'est moi qui leur ouvre ma maison parce que la maison est grande. Et elles cherchaient où se retrouver, où faire des petites choses entre elles, les femmes. Et comme ma maison est plus grande et que, voilà, je suis quelqu'un d'assez... Bon, j'aime bien les gens. Et j'ai accepté qu'elles viennent chez moi. C'est même moi qui ai proposé. Elle arrive chez moi le jour de la journée, elle donne d'abord le moment à mes enfants. Et la fête se passe bien, elle rentre. Je fais dans le rêve, ce rêve-ci que je vais vous raconter 3 fois successivement. La même chose, hein, avec des petits détails près. Je quitte d'un carrefour, je me lève le matin, je dis je vais aller faire un sacrifice au-dessus d'une montagne. Un lac qui se trouve au-dessus d'une montagne. Je porte donc mes enfants, mon enfant, ma dernière fille, on marche ensemble. Avec quelque part, ma copine m'avait dit avant que non, on a qu'à se sentir dans notre réunion. Comme c'est trop long pour arriver loin en haut là-bas, tu peux t'arrêter, tu manges avec nous. C'est vrai que le jour, la nuit, alors je m'arrête pour manger avec mon bébé à la cassation de la réunion. On s'assoit là, à la cassation, on mange bien, il y a beaucoup de nourriture, c'est chic, c'est beau, c'est waouh. Je quitte de là, à la même cassation au-dessus, comme ils sont en bas, les frères font la fête en haut, il y a la foire, toujours pour le même groupe. Hein. Je me souviens que là-bas dans le rêve, j'ai choisi une pick-up, je dis mais je veux une pick-up, mon mari a acheté beaucoup de champs, j'en ai aussi. J'aimerais bien marcher et tout, il faut une pick-up pour porter mes choses, mes victuailles et tout. Elle me dit oui, on se connaît tous ici, si tu veux des victuailles, tu n'as qu'à nous en donner. Tu n'as qu'à nous proposer un bon prix, on va accepter parce que c'est le même groupe, on a déjà une famille ici. Je dis non, on n'a pas une famille. Elle me dit non, il y a une famille. Ah, quand tu es là, ça va. On finit, on descend. Arrivé à la salle en bas, les gens continuent à arriver, voir des jolies femmes. J'ai même vu une femme avec une robe léopard. Longue robe jusqu'à la cheville, mais les mains libres, mince comme ça, fine, avec les cheveux tellement longs, bon pas tellement, mais il tombait quand même sur ses épaules, avec son bébé en main, un garçon en main qu'elle tenait, il était en blanc, elle le tenait, elle marchait vite, elle essayait de marcher vite, parce qu'elle était un peu en retard, et d'autres femmes qui arrivaient, les voitures qu'on garait, toute la même route. Je vous dis bien que c'est la route qui passe devant là pour aller loin à mon lieu de sacrifice. Moi j'ai été détournée en route, je suis partie chez ma copine. Alors, on s'assoit, le monsieur, dans la salle là-bas, il y a une petite estrade. Le monsieur est sur une estrade en haut, nous on est en bas. L'estrade est en bois, il est en haut. Et il est habillé en gants blancs. Je n'ai pas vu ses pieds, mais il est en gants blancs. Avec beaucoup de cheveux noirs. Il dit à un moment donné, il dit, tout le monde, calmez-vous, on va commencer les choses sérieuses. Il dit, à tout le monde dans la salle, écoutez bien, il dit, IE ou VTP. Et on choisit soit IE, soit VTP. Dans la salle, les gens signent, on écrit leur nom. Ils signent, on écrit leur nom. Ma copine aussi dit qu'elle veut IE. Alors, moi, me dit, bon, toi, tu n'as ni IE, ni VTP. On va prendre ton enfant que tu as dans les bras. Je dis, l'enfant de qui? Il dit que l'enfant que tu as dans les bras, là, on va prendre ça. Puis il dit, l'enfant de qui on va prendre? Il me dit que ce que tu as dans les mains,
Et maman a dit qu'on va prendre l'enfant de personne ici, là, où je suis placée là. On ne va toucher à l'enfant de personne, je donne à mon enfant. Votre IE et votre BTP là, je ne suis pas dedans. J'ai dit, elle dit, ouais, vos IE, je ne donne rien. Le temps que comprend à arracher mon enfant. Je veux un bagarre par la force. Je sors, je vais dans la montagne pour partir faire le sacrifice. Arrivé là-bas, j'arrive d'abord dans une case. Parce qu'apparemment, pour faire le sacrifice, il fallait s'habiller d'une certaine façon. Une case, des gens me distraient. Une qui achetait des sous-vêtements veut me donner. Il y a un peu s'amuser, moi, tout. J'ai dit, non, moi, je suis venu ici pour un objectif. Je vais faire et partir. Je vais dans l'eau, je fais ce que j'ai à faire comme sacrifice. Je finis, je me lave, je ressors de l'eau. La direction qu'il prend, c'est net à la salle. Parce que la salle est un peu comme au début de la montagne. L'eau en bas là-bas. Je cours, je pars. Quand ma petite soeur vient avec ma fille qui fait souvent des rêves. Quand on arrive là-bas, je dis où est mon enfant, il ne répond pas. C'est comme si j'avais gros. C'est comme si j'étais. Bon, j'ai eu. Je vais vous expliquer ça. Parce que en haut là-bas, je me souviens que dans mes paroles, j'ai dit que mes ancêtres venaient m'aider, ne me laissez pas seule. Parce que si je perds cet enfant, j'ai tout perdu. Ouais, que. J'ai arrêté le patron, tapé le gars de suite, c'est nous au sol. Comme je vous raconte, le cognon est tapé l'autre chenille. Tellement il tape le truc, ma copine dit que ouais, bon, je vais lui dire où est l'enfant là, sinon elle va te taper trop. Que si tu dis, tu vas me voir, elle dit qu'il est là-bas derrière. Elle est là-bas derrière. Donc le machin, l'enfant ne voit pas. Je tape, je dis que tu vas te récupérer. Quand elle va la récupérer, elle dit qu'elle est dans une salle à tel endroit où on prend toujours ma fille avec sa tenue de classe plutôt. Je n'ai pas compris comment. Pull rouge, jupe bleue, chemise blanche, cravate. Je récupère mon enfant. En fait, même pas moi qui récupère, c'est ma soeur qui récupère l'enfant. Quand elle vient avec moi pour m'embrasser, je crois que le rêve s'arrête là. Après ça, quand j'appelle chez nous pour dire mais quel est ce rêve que je fais qui est si bizarre, elle me dit non. Ta copine est allée, elle t'a vendu et elle a pris une avance sur l'argent de ta santé. Donc, elle a avancé et aussi elle vous a vendu à deux parce qu'il faut qu'après l'enfant continue de travailler, que tu auras commencé. Tu vas partir avant ton enfant, ce qui est logique. C'est pas toujours ça, mais dans ton cas, c'est logique. C'est ton rêve, c'est ta dernière fille. Et pour le moment, c'est ta dernière fille. Et tu es censé partir avant elle. Donc, elle va continuer à rester souffrir tes souffrances. J'ai dit non. Il me dit si, c'est ce qui s'est passé. Elle t'a vendu. La dernière fois qu'elle est venue chez toi pour les fêtes, elle a dit induit. Il faut faire quoi? Travailler, bien sûr. Ma famille ne rit pas trop avec les choses comme ça. On a lancé les travaux, on a commencé à travailler. Elle a vendu jusqu'à prendre une avance. Je vous explique une chose qui me dépasse. Quelqu'un te vend, elle prend l'avance de l'argent. Je ne suis pas sûre qu'elle a entendu. Parce qu'on me dit, elle m'a entendu à partir. Si quelqu'un te vend, elle prend l'avance de l'argent sur ta santé, sur toi. Comme ça, il n'y a rien qui justifie. Vous n'avez pas de problème. Mais elle te vend. Elle prend l'avance de l'argent. C'est ce que ma copine avait fait sur moi. Donc j'ai... comment est-ce qu'on peut dire ça? On a fait des travaux et tout. Parce que ce jour, moi j'ai dit, Seigneur, moi j'ai pas fait de mal à quelqu'un. Il m'a fait penser mal à quelqu'un. Mais tu es l'auteur des mots et des biens, même quand c'est mauvais, c'est toi qui es l'auteur quand c'est bon. Je n'ai pas envie de bagarrer contre toi. Mais là, tu as parlé à quelqu'un qui a bagarré contre toi. Je suis désolée, Seigneur, mais je ne vais pas rester là à voir ce qui m'arrive. Je ne sais pas lutter avec Dieu, non, il reste Dieu, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide de toutes choses. Mais je suis allée, oui, vers les gens qui ont travaillé pour ça. Et le dernier jour, quand c'est fini, un vent violent a traversé ma maison sans raison. Et vous voyez les photos qui viennent souvent en 3 là, en cœur, 3 cœurs. La seule photo où je suis seule avec mon mari, c'est là où ça s'est cassé. Mais les autres photos où il est seul, et l'autre photo où il a les enfants, ça va casser. C'est seulement moi qui me suis cassé sur ça. Divisé, brisé. On m'a dit que non, c'est comme ça quand le mauvais soeur la passe, ça part. Jusqu'au jour où je vous passe encore dans les bains de protection, les bains d'éloignement de ces esprits et tout. Les petites choses que je peux pas vous expliquer. Mais ce que je retiens de mon histoire, c'est que d'abord, faites-vous confiance parce que je ne suis pas sûre d'être la seule à avoir ce don. Faites confiance en vous-même. De deux, quelqu'un peut être en concurrence avec vous sans que vous ne le sachiez. Quelqu'un peut être contre vous, en concurrence avec vous, en bagarre avec vous sans que vous le sachiez. Dame et de 3, quand j'ai demandé mais pourquoi j'ai été là pour elle et tout, on me dit la jalousie. Elle trouve que tu as tout ce que tu veux. Tout ce que tu travailles réussit. Parce que même financièrement, elle t'a bloqué. Elle t'a envoyé 30 000 quand tu avais besoin de sauver des poulets parce que je suis éleveuse entre autres aussi. N'est-ce pas? J'ai dit oui, ces 30 000 là, c'était un agent comme ça qu'on s'est fait lui renvoyer. Je lui renvoie l'argent, elle me dit non, c'était le don, non.
C'est parce que ici, dans ce groupe, je veux dire, je suis dit, mais je ne fais pas les captures d'écran. Vous verriez ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, non, c'était le don. Je dis, non, non, reprends ton argent. Parce que je ne savais pas que cet argent, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de mes pertes financières. Hein? Je dis, il est celui d'un ami, un papa d'une inconnue. C'est mon ami comme ça là que si elle pleure, je vais pleurer avec elle parce que je l'ai beaucoup aimé comme on n'aime pas quelqu'un. J'ai renvoyé son argent, c'était vendredi dernier. Donc, après-demain ou demain, ça va faire une semaine. C'était le vendredi ou samedi. Le mariage, c'était samedi. Donc, c'était samedi que je lui ai renvoyé son argent. Donc, sachez que vous pouvez être en concurrence avec des gens sans en être informé vous-même. C'est-à-dire, tu combats, quelqu'un te combat, il bagarre avec toi, il lutte avec toi sans que vous ne savez. Donc, vos choses d'amitié, là, mettez ça de côté très vite. Très vite, oubliez ça. Parce que quand vous mariez, on vous dit que vous, la femme mariée comme ça, vous vous dites, ah non, pas exagère, mais j'ai compris ça. Et c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai pas eu la grâce. Moi, je parle de mon histoire à moi. Faites attention à tout le monde. Et surtout, quand vous êtes une femme, même un homme, évitez de faire rentrer les personnes qu'on dans votre noyau familial. Ça veut dire quoi? Si tu crois spirituellement, quelle est l'identité de la personne que tu admets chez toi? Ne laisse plus les gens entrer chez toi. Si tu n'as pas envie de chercher, ne cherche pas. Si tu ne connais pas, ne les laisse pas entrer. Vos amitiés, là, faites ça dehors. Vous n'exposez plus vos enfants, votre maison. J'ai failli vendre encore mon enfant et moi-même. Pourquoi? Par amitié, par amour d'une personne que je connais, une grande idée. Elle serait dans deux sortes de cons et de femmes là. Un là où elle vend les enfants, un où elle vend les adultes. Là-bas, c'est une sorte de commerce, c'est une sorte d'entreprise où on vend les enfants. Voilà, commentez, likez, partagez. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour DMG, bonjour la communauté. J'aimerais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. Je peux dire que c'est mon propre histoire. Ça s'est passé dans ma famille et ça concernait vraiment mon petit frère. C'était dans les années 2005 où je faisais la classe de CM2 et mon petit frère faisait le CE2. Donc c'était un matin, on s'est levé, tout allait bien, on s'est touché, on a pris la route de l'école, on est parti à l'école, moi et mon petit frère. Tout allait bien, le petit frère allait bien, il se sentait bien, il n'avait rien comme problème. Quand on arrive à l'école, on est rentré en classe. Mais dans mon pays, quand on part à l'école le matin, on rentre à 7h et puis à 12h, on se repose et on rentre encore à 15h pour finir à 17h. Et d'habitude, quand on sort à 12h, c'est mon petit frère qui rentre à la maison pour voir s'il y a à manger. Lui va manger sa part et puis il ramène ma part à l'école. Vu que je devrais composer le CEP, moi je ne rentrais pas les midis, je restais pour réviser. Donc mon petit frère, on est rentré, on est parti le matin à l'école, à 12h on a fini, le petit frère est rentré à la maison pour avoir s'il y a quoi à manger et puis apporter ma part. Le petit frère rentre, tout va bien, il part, il gagne sa part, il mange. Quand il finit de manger, et la maman lui dit, si tu finis de manger, pas déposer les plats et puis tu viens rapporter pour ta soeur. Le petit frère a dit qu'il n'y a pas de problème. Le petit frère a fini de manger. Il a ramassé les plats, il est rentré dans la cuisine pour déposer. Quand le petit frère est rentré dans la cuisine, il me disait quand il est rentré dans la cuisine et puis il a déposé les plats, quand il voulait se redresser, il a eu un malaise. Il sentait qu'il a des vertiges. Et puis, il a mou de tête en même temps. Le petit frère est sorti. Il est rentré dans la maison. Il a dit à la maman que, maman, je ne me sens pas. La maman dit que, tu ne te sens pas. Tu as quoi? Il dit à la maman que subitement, il a des vertiges et puis il a mou de tête.
La maman lui dit que si c'est ça, tu sais que chez nous, quand l'enfant ne se sent pas comme ça, on parle pas, on l'amène pas à l'hôpital. S'il y a des comprimés à la maison, on essaie de calmer d'abord avec ces comprimés. Donc la maman est rentrée, il a fouillé dans ses affaires, il a eu le paracétamol. Il a pris 2 paracétamol et 1. Il a donné à le petit frère, vu que c'est un petit. Et puis il a dit à le petit frère, il faut avaler et puis tu te couches un peu. Vu que 15 heures est toujours loin, si d'ici là, si ça va, tu repars à l'école. Le petit frère est rentré, il s'est couché. Quand le petit frère s'est couché, c'est fini comme ça. La maman pensait que le petit frère dormait. Pourtant, le petit frère était décédé. Vers les 14 heures, la maman est rentrée pour le réveiller. Réveille-toi, si ça va, tu amènes le repas de ta soeur. Elle va avoir à manger avant de reprendre les cours. La maman rentre, elle réveille le petit frère. Le petit frère ne se réveille pas. La maman essaie de redresser le petit frère. Son corps est paralysé. La maman commence à crier. La maman commence à crier fort. Et puis les femmes qui étaient à la maison sont sorties. Les voisins sont sortis. Et puis ce jour-là, ça coïncidait avec le marché de Senou. Quand la maman commence à crier, les grandes-mamans sont venues. Elles ont pris le petit. C'était tard. Ils ont pris le petit. Ils sont allés appeler le papa au marché. Le papa est revenu. Le papa a demandé ce qui s'est passé. La maman a raconté. Le papa a dit non, que son enfant ne peut pas mourir comme ça. Le papa a fait appeler toutes les femmes de la concession. Et tout le monde se sont rassemblés. Tous ceux qui sont partis au marché, ils sont allés les appeler. Tous les petits papas, les oncles qui sont sortis, le papa a fait, ils ont ramené tout le monde à la maison. Et puis le papa a dit, je sais que mon enfant n'est pas mort pour rien. Et mon papa a décidé, a commencé à jurer, si lui, il rentre dans sa concession et il ressort, si son enfant ne se réveille pas, lui, il va tuer toute la famille. C'est dans ça, DMG, pardon. C'est dans ça maintenant, les gens ont commencé à se regarder. Le papa est rentré dans la concession et puis il est sorti avec une flèche. Le papa a dit, tant que son enfant ne se réveille pas, lui, il va sacrifier toute la famille. C'est dans ça maintenant que les femmes ont commencé à se regarder. Mon papa a commencé à menacer fort. Les femmes ont commencé à se regarder. Il y a une qui a dit qu'elle ne veut pas mourir. C'est un tel qui a pris la petite, le petit au moins. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se dénoncer. Puis le papa a dit que lui, il ne veut rien entendre. Lui, il veut seulement que son enfant se réveille. Puis la femme qu'on l'accusait a commencé à dire qu'il a transformé le petit en margouilla. Puis il allait déposer sous un caillou. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont qu'à aller. Là où il a déposé son enfant, il va libérer son enfant. Ils vont l'amener là où, derrière chez nous, là-bas, il y avait des roches. On est parti là-bas, il a indiqué là où il a déposé l'enfant. Et mon papa a soulevé. Quand mon papa a soulevé, le caillou comme ça, le margouilla est sorti. Puis l'enfant s'est réveillé. C'est ma part d'histoire que je voulais bien vous raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Je m'appelle le Cowboy et je fais ce post à partir de la Côte d'Ivoire. Mon histoire concerne mon père et son meilleur ami. Une histoire rocambolesque. En vérité,
Mon père, qui s'appelait Boglan Batiotor, est mort en 1997, 20 janvier. Mais déjà, en 1994, une jeune fille bien charmante, intelligente, du village voisin est tombée amoureuse de moi. J'étais à l'époque donc jeune gentleman, fraîchement sorti de l'université, en quête de mon premier emploi. Je n'ai vraiment pas résisté à son charme. Mon père et son grand frère ont tout fait pour que je puisse l'épouser, parce qu'elle était vraiment bien charmante et intelligente. Et elle, à cette époque, avait échoué à son baccalauréat et était un peu dans la tourmente. C'est comme ça que nous avons fait chemin. Alors, nous vivions très très loin du village, à San Pedro. Et notre village, je vous assure, est à environ à 350 km de San Pedro. Donc, bien avant que je ne connaisse cette jeune fille que je l'épouse, mon père et son ami se connaissaient comme ça, parce qu'ils étaient tous deux responsables de l'église qu'ils fréquentaient. Je voudrais d'abord préciser que nos villages sont collés, et donc c'est une rue qui sépare les deux villages. Alors ma femme et son papa sont du village A, et mon père et moi sommes du village B. Et les deux parents donc étaient des responsables de l'église qui avait donc un temple dans le premier village et un deuxième temple dans le deuxième village. Mais donc comme nos deux parents étaient tous deux responsables, de temps en temps ils se fréquentaient. Mais avec le mariage que nous avons pu faire, alors leur amitié s'est intensifiée, au point qu'ils étaient devenus de très bons amis. Il ne se passait de jour que mon père n'allait chez lui et que lui non plus ne venait chez mon père. Et tout le village les voyait en de très bons termes, de bons amis qui passaient partout et qui de surcroît donnaient des leçons à l'église. Puisque souvent, ils allaient faire le culte dans le village A ensemble et ils venaient dans le village B ensemble. Les gens croyaient en eux comme des bons chrétiens. Un jour, l'ami de mon père a invité donc mon père à son domicile pour partager un repas. Ils ont bien mangé. Et donc à la suite, ils ont bu le vin de palme. Et après ce repas, mon père a senti un malaise. Nous étions en juin 1996. Quand il est arrivé à la maison, il n'a pas manqué de dire à sa femme que vraiment il se sentait mal à l'aise après le repas qu'il a partagé avec son ami. Au départ, ils ont minimisé. Sa femme lui a donné quelques remèdes traditionnels, mais ça n'a rien fait. Et chaque jour, la situation s'aggravait. Son ventre commençait à se ballonner. J'ai été alerté par un télégramme. Donc de mon point de travail, je suis venu au village rapidement. J'ai pris mon père et on est allé à l'hôpital le plus proche. Les médecins l'ont examiné, ils n'ont rien vu de bon. Donc j'ai payé des médicaments et on est retourné au village. Seulement, le médecin avait demandé que mon père arrête de boire de l'alcool. En effet, il était effectivement un fanatique du vin blanc, de toutes sortes, en tout cas d'alcool. Et donc, au bout de quelques temps,
le ventre de mon père a commencé à sortir comme quelqu'un qui était enceinte. Et ça brillait. Les gens même se moquaient de lui. Et donc, il a encore dit haut et fort aux membres de son église que véritablement il reconnaît avoir mangé chez son ami et que si jamais ça se passait mal, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui serait à la base de sa mort. C'est son ami. Ce devrait être son ami. L'église est allée donc questionner son ami. Ce dernier a nié en bloc. Tout le village B, avec son chef, est allé assiéger l'ami de mon père à son domicile pour l'acculer. Mais ce dernier a toujours refusé. Il a toujours refusé qu'il ne peut rien faire à son ami. Il ne peut pas être à la base du mal que vit son ami. Je vous assure, on a fait tous les médicaments possibles, pharmacie traditionnelle. 8 mois après, je dis bien 8 mois après, mon père est mort. Un mardi à 4 h du matin. Mais à un moment donné, nous étions en décembre, je suis allé au village et je constatais que la situation ne s'améliorait pas. Donc, j'ai pris un magnétophone et j'ai posé des questions à mon père. Quant à savoir quelle cérémonie pouvions-nous faire, moi et mes frères, au cas où il venait à mourir. Et il nous a tout expliqué. Alors, j'ai pris mon courage pour aller payer tous les nécessaires en ville, à Abidjan. Et je suis venu avec tout ce qui était nécessaire et on a caché. On ne lui a pas présenté. Même avant de repartir à mon lieu de travail, j'ai laissé même l'argent pour faire la tombe, payer le cercueil, tout ce qui pouvait être nécessaire. Et donc, lorsqu'il est décédé, et il avait déjà prédit que si jamais il venait à mourir, ce n'était pas la peine d'aller le déposer à la morgue. Étant donné que j'avais déjà déposé tous les moyens nécessaires, le lendemain, mercredi, mon oncle m'a fait un télégramme officiel, m'a annoncé la mort de mon père. Et puis, au plus tard, à 17 h, il avait été enterré. J'ai donc pris la permission ce mercredi pour venir au village. Je suis arrivé à 2 h du matin. Il avait déjà été enterré, donc je ne pouvais pas voir son corps. Mais il avait tellement souffert que ça ne servait à rien d'exposer son corps. Donc, je suis arrivé, l'église m'a demandé des choses que j'ai payées pour faire sa cérémonie de deuil. Donc le mercredi, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Le jeudi, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Le vendredi, je m'apprêtais donc à rentrer à San Pedro quand nous avons appris que l'ami de mon père ne se portait pas bien. Et puisque c'était le père de ma femme, nous sommes restés pour voir comment est-ce que ça allait partir. Je vous assure, le samedi matin, à 6 h 00, le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Et donc, les gens de mon village disaient en substance, oui, monsieur Bogolor Batutor avait dit que si jamais il mourait, il n'allait pas laisser ce monsieur. Puisqu'il reconnaissait, il jurait sur tous les toits que c'est son ami qui l'avait empoisonné. Et que si son ami est véritablement mort, c'est que monsieur Bogolor Batutor est venu le chercher pour qu'ils aillent ensemble juger cette affaire. Certains riaient, d'autres pleuraient. Mais la leçon que tout le monde a tirée, c'est l'adage qui dit que votre meilleur ami est votre pire ami. Il y a un homme politique de chez nous
qui disait toujours, Seigneur, occupe-toi de mes amis. Je crois les connaître, mais je ne les connais pas suffisamment. Moi, je m'occupe de mes ennemis. Puisque mes ennemis, c'est vrai, je ne les connais pas tous, mais je prends mes dispositions. Telle est donc l'histoire que je voudrais partager avec vous. Méfions-nous de nos meilleurs amis. Ceux qu'on appelle meilleurs amis, ce sont des pires ennemis. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.